Salut tout le monde. Lui à gauche, vous le connaissez, hein? Ah si, vous le connaissez, chanteur, dessinateur, Premier ministre, quand il a un peu de temps, voilà, avec ses dessins à l'ONU. Voilà. C'est Benjamin Netanyahou. Par contre, celui de droite, vous le connaissez sûrement moins, c'est le président de la République israélienne, Reuven Rivlin. Alors là, regardez le regard torve de Netanyahou. Voilà, il est en train de calculer quelque chose, genre... enfin, il est en train de préparer une nouvelle embrouille, pendant que l'autre, il lui explique je ne sais quoi d'ailleurs. Ouais, il fait un petit peu sénateur Troisième République. Pourquoi je vais vous parler d'Israël? En fait, c'est pas Israël. Si, je vais vous parler d'Israël. Mais Israël, c'est le fait qui va me permettre d'illustrer une petite vidéo de droit constitutionnel. Hein, vous enfuyez pas, hein, on va parler politique. Vous vous rappelez, il y a eu des élections en Israël. Et le Likoud avait gagné, mais de très peu. Et avait annoncé une majorité de 65 sièges sur 120. Benjamin Netanyahou semblait avoir déjà sa coalition. On avait un petit peu parlé de ce système proportionnel qui permettait à tous les partis d'être représentés fidèlement au vote. Tant de pourcents au vote, tant de sièges. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? On avait dit que c'était un mode de scrutin qui reflétait la réalité politique d'un pays, certes, mais qui avait ses inconvénients. Qu'on avait connu ça en France durant la 4ème République, c'est-à-dire des gouvernements de coalition qui ne peuvent pas faire leur politique. Ben oui, si c'est une coalition de partis, ils sont obligés de céder aux uns et aux autres des avantages, des choses, des lois qui font que le parti majoritaire de cette coalition ne peut pas finalement exercer sa propre politique et uniquement sa propre politique. Donc c'est difficile d'avoir du résultat. On a vu durant la 4ème République des gouvernements comme celui de Bourges-Monory durer 9 jours. Pareil, quand tu as une coalition, surtout une petite coalition, parce que 65 sièges sur 120, ça fait quoi? Ça fait 5 sièges au-dessus de la majorité. Tu peux très vite les perdre en chemin, ça s'est vu. Donc ça crée une instabilité politique. Mais ça peut aussi créer quelque chose, avant l'instabilité politique, ça peut créer aussi quelque chose, c'est une paralysie du pouvoir. Alors quand on a des États modernes, un peu comme Israël ou d'autres, l'État continue à tourner, il y a des cadres, il y a des structures, il y a un État profond qui font tourner finalement le chef de l'État, le Premier ministre. Ceux qui sont là en représentation sont là pour le faire tourner, certes, pour impulser, pour demander, pour diriger, pour arbitrer. Mais on s'aperçoit qu'un pays moderne ne dépend pas d'un roi ou d'un président. Il dépend de toute une infrastructure, de superstructures, comme le droit, comme tout un tas de règles. Et il peut tourner, mais il peut tourner. On peut voir des actes dits conservatoires, on peut voir des actes de gestion, mais les actes importants, par contre, sont difficilement prenables. Puisque si tu n'as pas de Premier ministre qui est aussi un responsable politique, donc responsable, comment tu veux prendre certaines décisions en des temps troubles? Et c'est le problème que connaît Israël, puisque finalement il n'y a pas de majorité, puisque Netanyahou ne peut pas regrouper une coalition de 65 membres, dans la mesure où l'un des partis, Israël Beitnou, de l'homme à l'âge, là comment il s'appelle, Avigdor Lieberman, refuse d'adhérer à cette coalition tant qu'on n'exigera pas des religieux de faire le service militaire. Le problème, c'est que dans la coalition, tu as des partis, il me semble qu'il y a le parti Chasse, qui est un parti séfarade, religieux. Tous les partis religieux, justement, demandent à ce que les religieux soient exonérés de service militaire, au prétexte que les religieux prient jour et nuit pour Israël, c'est bien plus fort que Tsahal, c'est ce qui a permis à Israël d'exister bien avant que Tsahal n'existe, et rien que ça suffit. Il n'y a pas besoin. Ils doivent se consacrer à la Torah. Je vous dis, je vous donne leurs arguments. Et pareil, je ne juge pas. Ou si je devais juger, je dirais que oui, ça se tient en plus. Pour ceux qui y croient, ça se tient à l'aise. Bah oui, parce que Tsahal a combien? À 70 ans. Et avant Tsahal, il n'y avait rien du tout. Voilà, tu vois. Bon, bref, ça se tient. Mais on n'est pas là pour juger, on est surtout là pour comprendre. Donc il n'a pas de coalition. Donc il y a 3 cas de figure qui se sont présentés. Parce qu'il y avait un délai. Alors déjà, comment dire ça? J'espère que ma vidéo ne va pas froisser David Bérébi. Mais tu m'as dit que tu étais d'accord qu'avec ton gouvernement, que tu écoutais que ton gouvernement, mais tu n'as pas de gouvernement depuis les élections. Comment fais-tu, David?
Tous ceux qui m'ont dit ça serait réglé, ça serait réglé, non, vous voyez bien que ce genre de système-là, c'est pas propre à Israël, hein, c'est propre à tous les pays qui connaissent ce genre de système, ce genre de mode de scrutin, ça donne toujours ce genre de choses. Donc Netanyahou, c'est très simple, il n'a pas les 65 membres. Et il y avait un délai. 3 issues possibles. Soit l'Assemblée vote sa propre dissolution et on refait des élections. Soit l'Assemblée ne vote pas pour sa dissolution et à ce moment-là, le président de la République commence à regarder ailleurs pour désigner le responsable politique qui est soutenu par le plus grand nombre de parlementaires. Et ça signifie que Benjamin Netanyahou n'est plus désigné Premier ministre. Ou alors Benjamin Netanyahou trouve une majorité. Il n'a pas de majorité. Et ce renard, donc, a demandé à son parti, le Likoud, de prononcer la dissolution de la Knesset, ce qui lui permet d'avoir de nouvelles élections, et donc de repartir de zéro et d'espérer avoir une réelle majorité. Alors, moi je trouve que c'est quand même... Donc, il n'y a pas de gouvernement en Israël, le mode de scrutin proportionnel te permet, oui, je reformule, te permet d'avoir une photographie exacte de la situation politique dans le pays, la tendance politique, mais créer ce genre d'instabilité, à savoir il faut une coalition pour gouverner parce qu'il y a rarement un parti qui a la majorité absolue, et qui dit coalition dit instabilité, dit concession. Voilà, comme ça on me comprend bien. Je pense que c'est un mauvais calcul. Parce que Netanyahou, à l'heure où je vous parle, il a la justice israélienne au cul. La justice israélienne l'a prouvé à plusieurs reprises, elle est indépendante. Hein, le procureur n'hésite même pas à inculper Netanyahou juste avant les élections, parce que le cours de la justice, le cours de la politique, le cours des élections ne doit pas influer sur le cours de la justice. Là-dessus, on peut reconnaître qu'ils ont quand même une justice très indépendante. Je vous rappelle qu'Israël n'a pas hésité, la justice israélienne n'a pas hésité à mettre en prison Ehud Olmert, ancien maire de Jérusalem, ancien Premier ministre, Moshe Kassav, président de la République. Oui, pour des faits de viol, certes, mais en France, on n'a toujours pas vu un homme politique de ce calibre aller en prison. Et c'est bien dommage. Donc moi j'ai tendance à leur faire confiance. Donc Netanyahou a la justice au cul pour tout un tas d'affaires de corruption. Parce que bon, les premiers ministres israéliens ont la mauvaise habitude de s'acoquiner avec des promoteurs immobiliers. C'est pour ça que très souvent il y a des constructions de colonies. Hein. Et il y a toujours un petit billet qui revient. Hein. Eh oui. Il provoque d'un côté, il prend des terres et il cherche un prétexte et il se dit tiens on va construire des colonies puisqu'il y a un attentat, et en fait il prend un petit billet. Ça marche avec les hommes politiques du monde entier, ça marche avec l'ONU, mais ça marche pas avec la justice israélienne. Donc si il attend septembre, ben, la justice elle est à son rythme aussi, il peut se faire inculper avant et quasiment ne pas pouvoir se présenter à l'élection. Mais de plus, il faut qu'il se rappelle que l'élection elle s'est jouée ric-rac. Gantz, Lapid ont perdu de peu, de très très peu. Et rien ne dit que les prochaines élections permettront à Netanyahou d'avoir une majorité supérieure à celle qu'il vient d'avoir. Il peut même perdre l'élection. Donc, premier risque. Deuxième risque, comme je l'ai évoqué là, la justice israélienne, il peut être inculpé avant. Or, l'objectif de Netanyahou, c'est d'être Premier ministre et de commencer à faire voter des lois qui lui permettront d'échapper à une inculpation. Pendant un temps ou pendant tout le temps. Et là, encore une fois, David, moi, tout ce que je dis, tu vois, ce que je vois, c'est qu'en Israël, il y a des gens qui manifestent contre Netanyahou, sa tendance dictatoriale, ses tentatives de trucage, hein, puisqu'il essaye de faire passer des lois, ou il veut faire passer des lois qui l'exonèrent de toute responsabilité pénale. Donc, il n'y a pas que moi qui le critique. En Israël même, il est très critiqué. Donc, voilà, on en est là. Donc, petit cours droit constitutionnel avec le scrutin proportionnel et ses inconvénients. Et puis surtout... Enfin, je sais pas. Je pense que le Likoud là a fait un pari délicat. Parce qu'en admettant qu'ils aient autant de votants, donc de gens qui ne soient pas déçus, parce que là, forcément, avec les manifestations qu'il y a, avec tout ce qui se passe, il va y avoir des gens qui vont être déçus. Et puis ça bouge un petit peu partout. Donc Netanyahou, sa force, c'est sa politique étrangère. Il impressionne et fait peur à tout le monde. Il a Donald Trump dans la poche de droite, et Poutine dans la poche de gauche. Et je vous le dis, Poutine dans la poche de gauche. Et c'est lui qui est au centre. C'est lui qui les porte. Il porte à gauche. Des fois à droite. Il a ça pour lui, mais
l'Israélien moyen va regarder aussi son niveau de vie, la politique intérieure, ce qui se passe, etc. etc. Et ben voilà, je pense que c'est un calcul délicat. Et en admettant qu'il ait le nombre de sièges, en admettant qu'il réussisse à obtenir une semi-majorité, eh ben, le problème il va se poser dans les mêmes termes, c'est-à-dire qu'il y a des partis qui vont lui dire écoute, nous on rentre dans ta coalition si tu exonères nos religieux de service militaire, et d'autres partis laïques, nationalistes laïques, donc comme celui de l'homme à l'âge, là, Lieberman, qui va dire non, 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 mais tout le monde fait le service militaire, on n'est déjà pas nombreux, si en plus tu as la moitié de la population masculine qui ne le fait pas, où est-ce qu'on va? Vous voyez, donc je comprends pas bien, je pense que c'est juste une technique pour gagner du temps, pour repousser le problème. Mais en septembre, on peut avoir la même chose, et ainsi de suite. Et on a déjà vu des blocages qui ont duré un certain nombre d'années. Je vous rappelle qu'en Belgique, pendant des mois et des mois, il n'y a pas eu de gouvernement. Et puis dans d'autres pays, on a vu ce genre de choses. Hein. En France, 4ème République, c'est ce qui explique qu'on a installé la 5e. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre sur... Oui, une loi ayant passé sa première lecture en juillet dernier pour augmenter la proportion des hommes ultra-orthodoxes qui servent dans Tsahal. C'est même pas pour tous les faire entrer dans Tsahal. C'est pas pour tous leur faire le service militaire, mais c'est pour qu'il y en ait beaucoup plus, voilà. Puisqu'on a fait rentrer déjà des orthodoxes comme aumôniers, enfin ça se dit pas aumôniers, rabbins, comme je sais pas, raves, comme bon, ils étaient aussi conducteurs de chars, enfin ils étaient surtout officiers les gars, commandants, capitaines. Alors je regarde avec vous mes notes, hein, voilà, donc je pense vous avoir tout dit, hein. C'est une petite vidéo brève, hein, mais instructive. Sur ma précédente vidéo, certains me l'ont fait remarquer, mais et je vais rectifier là. Lorsque je critique des tarés qui nous emmènent à la guerre, je vise des deux côtés. Par contre, là où j'ai dit une connerie, c'est que j'ai parlé d'eschatologue. Alors je vous explique le truc. L'eschatologie, c'est la science de la fin des temps, qui nous annonce comment vont se dérouler la fin des temps, et ça a été décidé par Dieu. Soit t'es pas croyant, tu t'en fous royalement, ok, soit t'es croyant et tu te dis bon là c'est Dieu, on peut rien y faire. Donc les vrais eschatologues c'est ça. Partant de là, bon bah écoute, si en admettant qu'il y ait quelque chose de supérieur qui aurait créé le monde et qui déciderait à l'avance de ce qui va se passer, c'est stupide de critiquer, c'est comme ça, c'est un processus de nettoyage avant une nouvelle grande année. Donc moi je critique pas les raves ou les imams ou tous ces gens-là qui s'appuient sur la religion sans intervenir. Par contre, je critique les laïcs et les semi-laïcs qui eux veulent précipiter les prophéties, des deux côtés, effectivement. Puisque j'ai oublié aussi de dire que même si la Syrie a invité l'Iran de manière légale, l'Iran a le droit d'être en Syrie, le gouvernement syrien est souverain, je pense que si on veut pas de guerre, il faut que des deux côtés on oublie aussi ce légal et qu'on fasse des gestes. Pas de blocus, pas d'attaque de l'Iran et pas d'Iraniens en Syrie. Et vous voyez, en disant ça, à ce moment-là, on est obligé de dire et personne n'interfère en Syrie, et ainsi de suite. Et on remonte la boucle des problèmes, et on s'aperçoit que la première cause a enchaîné toute une série d'effets qui sont devenus de causes, d'effets qui suivent. Donc non, moi je critique tous les laïcs des deux côtés qui... Voilà, parce que faut être honnête aussi, les Iraniens ont leurs militaires semi-eschatologues, c'est pas de l'eschatologie là, qui sont là. On sait très bien qu'en Syrie aussi ils installent des bases pour une future offensive, qu'il y a une offensive qui se prépare. Ils installent des bases, ils installent du matos, des missiles de précision. Je voulais le rectifier pour être beaucoup plus juste avec les deux parties, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant les vidéos sont là pour expliquer et pas pour prendre parti. C'est beaucoup mieux comme ça permet d'avoir des gens de tous bords qui viennent discuter sans se sentir stigmatisés. Voilà. Donc je critique les tarés des deux côtés qui veulent une guerre parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner cette guerre et que Dieu est avec eux. Je ne critique pas par contre les religieux des deux côtés qui eux n'interviennent pas, ne provoquent pas. Ceci, c'est pas des raves qui sont en Europe pour ramener des migrants. C'est pas des imams qui sont là et qui détruisent des pays arabes, vous voyez ce que je veux dire, ou des mollahs ou ce que tu veux. Voilà. Donc cela je ne les critique pas parce que ça serait stupide, puisque si il existe quelque chose qui est décidé à l'avance de ce qui va se produire, critiquer est stupide. Il vaut mieux comprendre, se préparer et accompagner le truc. Voilà, à bientôt pour de... Bah écoutez, sur ma chaîne La Main du Roi, je vais avoir le plaisir là d'installer une bataille napoléonienne, peut-être Waterloo, sûrement Waterloo, parce que j'ai acheté l'édition définitive de Total War Napoléon.
Et je vais normalement faire la bataille là. Je vais me faire un café, je vais faire la bataille. Je vais essayer déjà de prendre la main et de vous poser ça dans une vidéo qui se voudra humoristique et qui se voudra aussi didactique. Et bien évidemment, Waterloo, bah écoute, on va créer une ligne de temps. On va remonter dans le passé, on va modifier le passé, puisque je compte bien gagner la bataille de Waterloo. Napoléon m'a appelé pour que je lui donne un coup de main. Je vais lui donner un coup de main. Je m'en vais lui donner un coup de main. Je vous fais la bise, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.